Mesdames et messieurs, bonjour. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui M. Bob Kabamba, politologue, professeur de sciences politiques à l'Université de Liège, en Belgique, et directeur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale, au sein de la même université. Les questions de démocratie et de développement en Afrique sont parmi les domaines de prédilection de notre invité, puisqu'il est l'auteur de plusieurs ouvrages et recherches sur le processus de démocratisation, les politiques de développement, l'intégration régionale, la prévention et la gestion des conflits, les relations internationales en Afrique et dans les Grands Lacs. M. Kabamba est également consultant pour plusieurs organisations belges et internationales, dont la Coopération technique belge, le ministère des Affaires étrangères, la Cour internationale de justice, le Programme de développement des Nations unies. Professeur Kabamba, bonjour. Bonjour. Alors, vous dirigez, je viens de le dire, la cellule d'appui politologique en Afrique centrale au sein de l'Université de Liège. Pouvez-vous nous expliquer aux téléspectateurs de quoi il retourne? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment de l'évolution politique du continent africain, on a remarqué qu'à un moment donné, il y avait une période de transition entre, d'une part, la plupart des régimes politiques africains qui étaient des régimes dictatoriaux, qui commençaient progressivement à évoluer vers des régimes démocratiques. Alors cette évolution vers des régimes démocratiques, nous avons remarqué dans nos recherches qu'il y avait une certaine carence dans toute une série de domaines, notamment sur les questions de démocratie, les libertés, sur les questions des élections, sur les questions de la consolidation institutionnelle. Et donc on avait identifié ce besoin de pouvoir apporter justement aux pays en transition pour qu'ils puissent consolider véritablement leur démocratie et que cette démocratie devienne une réalité sur les continents. C'est dans cet objectif-là que nous avons créé cette cellule qui est vraiment dédiée à accompagner la plupart des pays en transition qui sortent d'un régime dictatorial vers des régimes, on va dire, démocratiques. En tant qu'enseignant d'université, est-ce que vous sentez un intérêt, voire même un engouement de vos étudiants pour les questions africaines ? Il faut avouer que ça fait maintenant quelques années que les questions africaines suscitent quand même beaucoup d'intérêt de la part des étudiants, non seulement des étudiants, mais aussi on a remarqué aussi qu'il y a plusieurs recherches maintenant qui sont en train d'être entreprises sur les questions africaines. Je pense que ce regain d'intérêt découle au fait que le continent africain est revenu dans l'actualité au niveau international. Et cette actualité tourne essentiellement sur des questions, des enjeux assez majeurs, notamment les questions migratoires, notamment les questions liées au terrorisme, mais aussi les questions économiques du fait de la présence chinoise de plus en plus affirmée sur le continent. Et cette présence qui suscite non seulement des questionnements vis-à-vis d'abord des Africains eux-mêmes, mais aussi vis-à-vis du continent européen, mais aussi de la part des États-Unis qui se questionnent fondamentalement sur les relations entre la Chine et l'Afrique. Et de ce fait, le fait on parle de plus en plus du continent africain dans l'actualité internationale, et manifestement, il y a un intérêt sur le point des études et sur le plan de recherche sur ces questions. Est-ce qu'en tant qu'enseignant d'université, vous observez un intérêt, voire même un engouement de plus en plus grand auprès des étudiants ou de la part des étudiants pour les questions africaines ? Je dois vous avouer que ça fait quand même quelques années que l'on remarque au niveau des étudiants un regain d'intérêt. Et non seulement au niveau des étudiants, mais aussi au niveau des chercheurs. On a quand même des chercheurs qui viennent d'un peu partout, qui viennent justement essayer de pouvoir développer, étudier toute une série de questions liées à l'Afrique. Et nous pensons que cette regain d'intérêt sur ces questions, surtout d'une manière scientifique, découle en fait du fait que le continent africain est revenu sur la scène internationale, revient de plus en plus dans l'actualité internationale, et puisque cette actualité internationale tourne autour de quelques thèmes clés, et ces thèmes clés intéressent les chercheurs,
On a la question, par exemple, de l'immigration. Il ne se passe pas un seul jour où qu'on ne parle pas de flux migratoires venant de la Libye vers les côtes italiennes. Vous avez aussi les questions du terrorisme dans le Sahel, avec il n'y a pas plus longtemps que quelques jours où on a eu 13 soldats français qui ont été tués. Et aussi, bien sûr, sur les questions économiques, tout le monde s'interroge sur la présence de la Chine sur le continent africain. Et cela suscite beaucoup de questionnements, non seulement de la part des Africains d'abord eux-mêmes, mais aussi de la part de l'Union européenne, mais aussi de la part des États-Unis, qui sont d'abord des premiers partenaires traditionnels du continent et qui regardent quand même d'un certain regard vraiment appuyé et essayent de comprendre ce que la Chine veut essentiellement sur le continent africain. Et est-ce que s'il y a cet engouement, est-ce que par ailleurs, dans les programmes, l'Afrique est suffisamment présente? Non, malheureusement, il faut avouer que c'est sur cette question-là, en matière d'enseignement, l'Afrique n'est pas suffisamment présente dans le secteur d'enseignement. Je vais prendre pour exemple, lorsque l'on est en Belgique, on parle de relations entre la Belgique, par exemple, et les pays africains, essentiellement donc les pays, les anciennes colonies de la Belgique. Historiquement, lorsque l'on aborde ces questions-là, on voit qu'il y a une espèce de vide, non seulement dans l'enseignement primaire ou secondaire, même à l'université. On ne parle pas beaucoup, par exemple, des rapports entre la Belgique et les anciennes colonies. La plupart des Belges ne connaissent pas l'histoire coloniale de la Belgique. On a l'impression que ça c'est réservé à une certaine catégorie des gens qui s'intéressent essentiellement sur ces questions-là et pas que les anciennes colonies font partie de l'histoire belge. On a l'impression que ça ne fait pas encore partie de l'histoire de la Belgique. Vous parliez tout à l'heure sur le plan économique de la Chine qui est très présente et qui d'ailleurs ne s'embarrasse pas beaucoup de conditions sur le plan, je dirais, de la démocratie pour agir. Est-ce que l'Europe, qui elle conditionne son aide au développement, au progrès réalisé par tel ou tel pays en matière de droits de l'homme et de démocratie, qui même fait un monitoring de ces pays, les classe avec des bons points ou des moins bons points, est-ce que cette démarche vous paraît encore légitime aujourd'hui ou il faut plutôt penser que c'est la Chine qui a raison? Là, vous posez véritablement une question fondamentale. Effectivement, lorsque l'on étudie les relations entre l'Europe et l'Afrique, surtout du point de vue de l'aide et de la coopération, on se rend effectivement compte que pendant tout un temps, ça a été le cas depuis surtout la fin de la guerre froide, que l'Europe a de plus en plus conditionné son appui à toute une série d'améliorations, non seulement sur les questions démocratiques, mais aussi sur les questions de respect des droits de l'homme et de bonne gouvernance, etc. Et pendant tout un temps, l'Europe a été, et singulièrement avec les États-Unis, ont été quand même les partenaires privilégiés. Mais depuis maintenant quelques années, il y a un nouveau partenaire qui est apparu, qui est la Chine. Et cet acteur, comme vous l'avez souligné, ne se préoccupe pas de ces questions-là. Or, comme ces partenaires ne se préoccupent pas de ces questions et que les Africains commencent à devenir un peu embêtés à chaque fois avec ces conditionnalités, jouent aussi le jeu en disant si l'Europe pose des conditionnalités, on peut aller du côté de la Chine qui ne pose pas ces conditionnalités. Par ailleurs aussi, ce qu'il faut aussi remarquer, c'est que même cette politique de conditionnalité, elle est aussi soumise à des espèces d'études de cas. Tous les cas ne sont pas les mêmes. Vous avez des pays sur lesquels l'Europe a effectivement une conditionnalité tout à fait affirmée qui est l'application de la démocratie, les principes de respect des droits de l'homme, mais vous allez avoir aussi dans d'autres pays où ces principes ne font pas partie de la conditionnalité de l'aide européenne. Vous évoquez tout à l'heure le terrorisme et les conflits dans le Sahel. Mais d'une manière générale, il semblerait quand même qu'il y ait sur un autre terrain de moins en moins de conflits, je dirais, d'ordre ethnique en Afrique. Évidemment, il existe toujours des foyers de tension frontaliers dans le continent. Est-ce que l'intégration régionale peut contribuer à la résolution des conflits et à quelles conditions? Oui. Vous savez que lorsque l'on parle des conflits, justement, il faut revenir un petit peu à l'époque coloniale et justement au moment où la colonisation a créé les États africains. Lorsque l'on a créé les États africains, vous devez vous rendre compte qu'on a créé un peu sur le papier
sans nécessairement que cette création d'État ait une réalité sur le terrain. On a d'abord créé un État avant que cet État ne soit superposé sur le continent et sur un territoire. Et lorsqu'on le superpose sur un papier un pays, qu'on dessine d'abord sur un papier et qu'on le superpose maintenant sur le territoire, on se rend bien compte que les populations qui sont concernées par rapport à l'existence de ce nouvel État, ce sont des populations des fois diverses, qui ne sont pas homogènes et qui n'ont pas nécessairement un vécu et un passé commun et qui se retrouvent au sein d'un État obligés de pouvoir consolider et devenir une nation. La plupart des États africains sont dans ce cas. Et ce qui fait en sorte que lorsque l'on quitte la période coloniale, qui était une période d'autoritarisme, lorsque l'on n'est plus dans un contexte d'autoritarisme, les différentes revendications qui étaient étouffées par un régime autoritaire émergent et nous avons ces genres de conflits qu'on a eu pendant tout un temps, des conflits ethniques par rapport à l'accession au pouvoir et par rapport à la domination et à la gestion de l'État. L'intégration régionale est un plus, dans ce sens que lorsque l'on regarde effectivement que plusieurs pays qui essayent de se mettre ensemble pour pouvoir arriver à avoir des politiques communes, ça a l'avantage, c'est que ça dilue les différentes tensions qu'il y a au sein du pays, entre populations, c'est dilue au sein d'un espace plus important. Alors, dans ce sens-là, effectivement, l'intégration régionale apporte une solution par rapport aux différents conflits. Et cette intégration régionale s'accompagne aussi par rapport à des échanges, puisque cette intégration régionale est aussi basée sur des régions qui sont plus ou moins homogènes. Et lorsque l'on regarde sur le continent, vous allez voir que les 8 régions qui ont été dessinées pour constituer sur le continent, on se rend compte que la plupart des pays qui constituent les 8 régions au sein de cette intégration régionale ont des caractéristiques plus ou moins communes. En Afrique centrale, vous allez avoir des populations qui sont plus ou moins les mêmes, qui parlent plus ou moins les mêmes langues et qui, étymologiquement, sont plus ou moins communes. La même chose que dans le Maghreb, la même chose qu'au Sahel et la même chose qu'à l'Afrique australe. Et ça a l'avantage effectivement de pouvoir véritablement atténuer le conflit. Mais il ne faut pas oublier non plus que la plupart des États africains ne sont pas nécessairement pour l'intégration régionale, puisque beaucoup de dirigeants veulent d'abord consolider leur pouvoir au sein de leur État. Et donc l'intégration régionale devient une force supranationale, une menace pour certains dirigeants par rapport à leur pouvoir. Et donc, on n'est pas nécessairement apte ou avoir la volonté suffisante pour aller vers l'intégration régionale. Monsieur Kabamba, on va faire une petite interruption. Chers téléspectateurs, on se retrouve tout de suite après la pause. Monsieur Kabamba, vous êtes arrivé en Belgique, si je ne m'abuse, en 1987, en direct de Bukavu, dans l'est du Congo. Donc, pays que vous connaissez forcément très bien. En son temps, vous avez critiqué le phénomène d'extraversion de l'économie congolaise, puis après vous avez évoqué la colonisation des esprits. Donc, j'aimerais vous entendre un peu là-dessus et aussi sur l'évolution du pays actuellement. Oui. C'est vraiment un long sujet, mais je vais essayer de pouvoir le résumer pour pouvoir être par rapport aux spectateurs. C'est que depuis que le Congo existe, en fait, c'est un pays dont l'économie doit être extravertie. C'est-à-dire que lorsque Léopold II arrive à avoir cet État, à devenir le chef d'État d'un État qui est situé au cœur de l'Afrique, Léopold II, donc roi de Belge, en fait, il est chef d'État de 2 États. Il est chef d'État du Royaume de Belgique et il est en même temps un chef d'État du Congo. Et quand il est devenu chef d'État du Congo, il a donné une conditionnalité donc, à la communauté internationale de l'époque en leur expliquant de manière très claire, laisse-moi devenir chef d'État de cet État qui est situé au cœur de l'Afrique, vous aurez droit de venir y commercer et de venir l'exploiter à votre guise. Et donc, dès le commencement du Congo, donc le Congo est amené à pouvoir être exploité. Et donc, le Royaume-Uni, le Portugal, la France vont effectivement essayer de pouvoir
comment est-ce qu'ils vont essayer de tirer le maximum de cet État, l'État indépendant du Congo de Léopold II. Et cela va durer quand même une vingtaine d'années jusqu'à ce que la Belgique réussisse à arracher au fait le Congo à Léopold II dans des circonstances un peu particulières du fait que les exactions qui ont été commises sur ce territoire devenaient un problème pour le gouvernement belge, surtout au niveau international. La Belgique devenait critiquée un peu partout sur la question du Congo et qu'il était important pour la Belgique de pouvoir arriver à arrêter cette espèce de cas d'espèce où on a un président un chef d'État qui est chef d'État de deux États. Et donc la Belgique a repris le Congo, et lorsqu'elle reprend le Congo, elle reprend un Congo qui est déjà extraverti. Et la Belgique, en reprenant le Congo, refait la même chose que Léopold II, c'est-à-dire l'extraversion donc, de l'économie congolaise. Le Congo doit être une colonie d'exploitation, c'est-à-dire que l'on envoie des Belges aller au Congo, aller travailler au Congo pour que le Congo se développe et pour que le Congo produise de la richesse au bénéfice de la métropole. Et ce phénomène va durer 80 au cours de toute la colonisation de 1908 jusqu'à 1960. Et Mobutu, quand il arrive au pouvoir après l'intermède de Kasavubu, il ne fait pas autre chose que de continuer la même chose. C'est-à-dire, pour pouvoir être sûr de pouvoir consolider son régime, il a intérêt à ce que le régime qu'il a trouvé, c'est-à-dire le régime colonial, va être remplacé. Donc on remplace le colonisateur belge par Mobutu. Et donc c'est la même chose qui va continuer avec l'extraversion. Et le système ne s'est jamais arrêté jusqu'à actuellement, où le Congo reste un pays dont l'économie est essentiellement extravertie. Actuellement, l'extraversion se remarque sur quoi? Essentiellement sur les productions minières. Le coltan, le cuivre, le cobalt. Comme vous le savez, le Congo est le premier producteur de cobalt et le cobalt devient, du coltan aussi, devient maintenant le minerai stratégique du fait par rapport à la nouvelle technologie. On a besoin de ces minerais et donc pour avoir besoin de ces minerais, on va les chercher donc au Congo. C'est de cette façon-là, effectivement, que le Congo est un État avec une économie extravertie. Alors, cette extraversion de l'économie va de pair justement avec la colonisation des esprits. C'est-à-dire que pour que ça puisse marcher, il faut que les Congolais soient dans cette dynamique, soient dans cette logique. Et donc, comme depuis que l'État indépendant du Congo qu'il se détache d'un esprit de dominer. De dominer et qui puisse effectivement continuer dans ce sens-là. Et nous en sommes là et la situation n'est pas prête de pouvoir malheureusement changer. Et c'est dans ce contexte... Pourquoi dites-vous ça? Vous pensez que le nouveau régime aujourd'hui n'est pas de nature à impulser ce genre de changement? Je ne pense pas qu'ils soient en mesure de pouvoir impulser véritablement ce genre de changement pour la bonne et simple raison qu'on a aujourd'hui une espèce de régime hybride où l'ancien système veut côtoyer un nouveau système, mais l'ancien système est là avec des racines profondes. Il reste dominant et continue effectivement à impulser la même politique. Et le nouveau président a du mal justement à pouvoir se sortir de cette dynamique qui est là. Et cette difficulté de se sortir de cette dynamique va manifestement conduire vers une impasse, ce qui me pousse à dire que malheureusement le Congo n'est pas prêt de pouvoir sortir de son état d'extraversion et aussi son état de colonisation des esprits. Merci pour votre analyse. Deux mots sur le Maroc, parce que le Maroc est un État qui est plus développé que la plupart des États d'Afrique et il a récemment réintégré l'Union africaine, il tape à la porte de la CEDEAO, il a développé une politique économique et une diplomatie dédiée à l'Afrique pour pousser des projets de la collaboration sud-sud dans certains pays africains. Est-ce qu'avec son positionnement vis-à-vis de l'Europe, de la Méditerranée, du monde arabe, il peut demain jouer un rôle de locomotive, je dirais, de développement pour le continent? La position marocaine vis-à-vis du continent, elle est très intéressante à étudier. Pendant tout un temps, le Maroc a été tourné vers l'Europe, dénigré, non seulement dénigré, mais laissé son africanité pour revendiquer son appartenance beaucoup plus de l'autre côté de la mer Méditerranéenne. Mais cela a duré quand même plusieurs années. Et de fait que
les nouvelles autorités ont remarqué quand même qu'ils avaient plus à gagner en réinvestissant sur le continent pour véritablement mieux peser par rapport à la dynamique européenne. Et cet investissement est à plusieurs niveaux. Il y a au niveau culturel, qui est très important. Au niveau économique, puisque de plus en plus, même toute une série quand même d'institutions financières marocaines réinvestissent massivement le continent. En Afrique de l'Ouest, pas seulement qu'en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Afrique centrale. Mais cet investissement au niveau économique ne se limite pas au niveau économique, s'accompagne aussi d'un accompagnement diplomatique. De l'accompagnement diplomatique, c'est que le Maroc a réouvert toute une série d'ambassades, le Maroc a réouvert toute une série de consulats, le Maroc a impulsé quand même des missions économiques assez importantes dans toute une série de pays africains. Et de plus en plus, on retrouve dans le discours des autorités marocaines un discours qui devient un discours de porteur de revendications africaines sur le plan international. Et tout à l'heure, nous avons parlé, par exemple, des questions de l'immigration, du fait que le Maroc se trouve aux portes de l'Europe et que ce débat est revenu à l'actualité. Eh bien, le Maroc revient aussi avec cette question-là pour peser dans ses relations avec l'Union européenne. Et de ce fait, le positionnement vraiment marocain est devenu beaucoup plus important de notre point de vue en se repositionnant par rapport à l'Afrique vis-à-vis de l'Europe. Et c'est qui me pousse à penser que l'intégration, la réintégration même du Maroc au sein de l'Union africaine est une très bonne chose, non seulement pour le continent africain, mais aussi pour le royaume du Maroc, et qui, et diplomatiquement et économiquement, en tire quand même énormément. Et quand je parlais tout à l'heure, par exemple, des aspects culturels, il faut aussi se rendre compte que de plus en plus maintenant, beaucoup, par exemple, vous savez que pendant tout un temps, on a eu une vague, par exemple, d'étudiants, de chercheurs qui venaient en Europe pour faire des études dans toute une série de domaines, techniques, économiques, juridiques, etc. Mais on a remarqué que finalement, beaucoup d'étudiants ne franchissent plus la Méditerranée. Ils s'arrêtent au Maroc, puisque au Maroc, on retrouve l'équivalent de ce qu'on va chercher en France, de ce qu'on vient chercher en Belgique, et des fois même presque dans les mêmes conditions d'études, dans les mêmes encadrements, et avec des universités qui sont parmi les mieux classées quand même au niveau du continent, ce qui attire aussi beaucoup d'étudiants africains. Et lorsqu'on en a des étudiants africains qui sont attirés par le Maroc, ça renforce véritablement les rapports entre le Maroc et les pays africains. Restons 2 secondes sur l'international, puisque l'un des défis majeurs qu'affronte l'Afrique est celui de la sécurité, on en a un petit peu parlé. Et est-ce qu'avec ces groupements régionaux, justement, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Afrique est-elle capable de préserver la souveraineté de ses États sans intervention étrangère, face, je dirais, en un, à l'insécurité galopante au Sahel? La question de la sécurité, malheureusement, c'est une question qui ne touche pas que l'Afrique. Malheureusement, on le voit, touche la plupart des continents. Et c'est une menace qui n'est pas seulement une menace par rapport aux pays africains, mais qui devient quand même une menace mondiale. Et le sommet de l'OTAN qui vient d'avoir lieu l'a souligné encore une fois, que la guerre contre le terrorisme est une guerre mondiale. Et l'Afrique doit participer aussi dans cette guerre avec ses moyens. Je pense que la solution passe quand même vers un renforcement, quand même, dans un premier temps, de l'appareil sécuritaire africain. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas pour l'instant, du fait que le système sécuritaire africain dépend encore beaucoup des alliances passées, notamment principalement pour ce qui concerne l'Afrique de l'Ouest, principalement des alliances avec la France. Et la France elle-même se retrouve dépassée par, d'une part, l'ampleur et l'enjeu de la question sécuritaire sur le continent. La France se retrouve seule, mais elle sollicite l'appui de l'OTAN, elle sollicite l'appui des Américains pour espérer juguler ces questions sécuritaires sur le continent. Mais je suis convaincu que la solution passe d'abord par le renforcement
de l'appareil sécuritaire des pays africains pour espérer justement consolider la paix sur leur territoire. Mais malheureusement, on en est encore loin. Et ça demande quand même, comme on l'a dit tout à l'heure aussi par rapport aux questions d'intégration régionale, si chaque pays, avec les moyens qui sont les leurs, arrive quand même à s'unir, arrive à conjuguer leurs forces, il est peut-être possible de pouvoir arriver à peser quand même un peu plus et à essayer de répondre efficacement sur cette question. À titre d'exemple, la question, par exemple, de 5 pays du Sahel, l'initiative est venue d'abord des pays africains, de se dire qu'il était quand même important que les pays du Sahel essayent de se mettre ensemble, puisque le terrorisme ne concerne pas qu'un seul pays, mais plusieurs pays à la fois, qu'il faut qu'il y ait une réponse régionale par rapport à un tel défi. Et plusieurs pays ont commencé d'abord par lancer l'initiative, avant que cette initiative ne soit appuyée par l'international. Mais comme vous le savez, cet appui n'est pas encore significatif et l'efficacité de cette force régionale, malheureusement, n'est pas encore prouvée sur le terrain. Ce sera le mot de la fin, Monsieur Kabamba. Je vous remercie beaucoup pour votre participation, c'était très intéressant. Chers téléspectateurs, pour ma part, je vous retrouverai avec plaisir la semaine prochaine pour une nouvelle émission Europe-Afrique.